Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Comment on en vient à être 42 ans sans arrêt député d'un comté? Quel est son secret de longévité? Nous allons discuter de tout ça au cours des 2 prochaines semaines avec cet ex-doyen de l'Assemblée nationale. Et on pourrait y mettre beaucoup de titres également, mais on va s'en tenir à ça et tout le monde le connaît. Mesdames et messieurs, M. François Gendron. Monsieur Gendron, bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça me fait plaisir quand je le dois à la population, puis je vous le dois, compte tenu de votre insistance légitime de m'avoir invité dans la fonction lorsque je l'avais. Alors, ça me fait plaisir. Et juste une petite mise au point là, en passant, on en est rendu à 87 ou 88 émissions là, ensemble, ou environ. Puis, Bon, donc, on devrait se connaître comme vous. En tout cas, si on ne se connaît pas, c'est pas loin. On est à la veille. C'est bien. Monsieur Gendron, beaucoup de questions, c'est sûr, puis c'est pour ça que dans mon intro, je disais qu'on allait y aller avec 2 semaines consécutives parce qu'on ne peut pas résumer 42 ans de vie politique en 28 minutes. C'est même pas faisable en 56 minutes. Alors, au moins, on va prendre 2 émissions. Monsieur Gendron, comment est venue l'idée d'écrire ou de vous confier à Samuel Larochelle pour mettre en écrit dans un superbe livre vos 42 ans de vie politique? Très simplement, un peu comme la personne qui vous parle est, c'est-à-dire pas compliqué puis bien simple. Moi, je ne pouvais pas imaginer d'avoir eu la responsabilité de représenter ces gens-là pendant 42 ans et de ne pas leur laisser un legs. Vous connaissez sûrement ce que ça signifie. En termes de reconnaissance et en termes d'écrire un peu plus les 2 éléments majeurs de mon livre, celui qui veut vous le raconter et le jugement que je me permettais de porter sur les 30-35 hommes et femmes politiques qui ont porté le dossard. Pour développer davantage de crédibilité à la politique avec un grand P, avoir un peu plus de respect pour ceux qui acceptent d'en faire et défaire le mythe qui me fait beaucoup de peine de faire à croire qu'on est tous pareils, puis on est là pour s'en mettre, puis on est là dans plein les pas. Ça m'agresse au plus haut point. Donc, je disais, je ne peux pas avoir passé 42 ans de ma vie et ne pas donner une version plus authentique de ce que j'ai perçu. Comment ça s'est passé? Très simplement, parce que La Rochelle, qui est un type d'Amos, né à Amos, sa tante a été mairesse de Trécesson, donc il n'avait entendu parler, lui, de la politique de François Gendron, et il voulait absolument faire mes mémoires. Pas ma biographie, mes mémoires, parce que c'est le même, ça s'appelle. Mais il arrive à Amos, puis il rencontre une petite filion extraordinaire, puis elle lui dit la même chose. C'est une amie de M. Larochelle, puis celui-là, c'est moi qui vais faire. Là, il est débalancé parce qu'il s'attendait tellement à ce que ça soit lui qui les fasse. Il m'appelle. Il dit, M. Gendron, je peux-tu vous rencontrer? Moi, je le connaissais à peine. Je connaissais sa tante et sa mère. Je dis, oui, on se rencontrait. Mais pourquoi? Ben, il dit, moi, je veux faire vos mémoires, puis j'ai une proposition à te faire. Ben, j'ai dit, si tu as une proposition à faire, amène-la ta proposition, je vais la regarder, et sur la base de la proposition que tu vas me faire, je vais te contacter pour avoir un échange plus en profondeur. C'est ce qui est arrivé. Et la conclusion de ça, pas être trop long là-dessus, c'est que ça l'a cliqué. Ça l'a cliqué à mort, validant sa volonté ferme de faire mes mémoires. Deuxièmement, sa connaissance qu'il avait de la politique active. Et troisièmement, là, il faudrait faire des confidences, mais je vais juste vous dire quelque chose qui est connu. Le rédacteur, M. Cardinal, de la presse, le boss de la presse, il a dit c'est un de mes meilleurs journalistes. Et effectivement, il a une plume extraordinaire. 42 ans sans interruption comme député d'Abitibi-Ouest, 1976-2018, c'est un record qui n'est certes pas près d'être battu. Pour vous, M. Gendron, c'est une grande fierté? Oui, mais la fierté, c'est surtout... Il faut s'arrêter, là, M. Lacombe. Il faut prendre quelques minutes et s'arrêter, là. Ça n'a pas existé en nulle part de désigner quelqu'un pour représenter les valeurs démocratiques d'une nation. On va te mettre dans le siège et si tu fais la politique qu'on aime,
la vraie politique honnête, sincère, intègre, je sentais qu'il y avait des grosses chances que ça dure longtemps. C'est ce qui est arrivé. Mais vous dites, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire énormément de considération pour l'électorat. Si tu respectes l'électorat, si tu accompagnes l'électorat. Ce que vous avez toujours fait. Oui, mais bon, on me parle encore, c'est quoi ta recette? La recette n'est pas compliquée. La politique n'est pas si compliquée que ça si on la fait bien, si on la fait simplement, si on la fait vrai, puis on la fait avec les hommes et les femmes, légitimement, qui veulent être considérés. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent qu'on les traite comme des riens et qu'on les accompagne mal. Quand on t'assoit dans le siège pour les représenter, ça signifie de la présence, ça signifie de l'accompagnement, ça signifie de l'écoute. Pas pour rien qu'on a deux oreilles, une bouche, deux oreilles. Il faut écouter plus souvent que parler. Oui, c'est vrai. Bon, alors, moi, je crois que j'ai été présent et j'ai eu des témoignages. Je suis généreux de ma personne, pas au sens brave pour un autre, mais de mettre du temps avec l'électorat. Écoutez les gens. Écouter, les recevoir, les accompagner, puis être là dans les moments qui, pour eux, sont des événements majeurs. Tu as le droit de dire entre le bal des foins à Sainte-Rose, il y a 2000 personnes, puis un 25e anniversaire des fermières de La Ferté, c'est pas pareil. Mais pour les fermières de La Ferté, moi j'avais promis que je serais là. Ben, c'est important d'être là, comme c'est important d'être au bal des foins à Sainte-Rose. Ce que vous avez toujours respecté également. Le titre, François Gendron, 42 ans de passion pour le Québec et ses régions. Les régions, c'était important pour vous? Majeur. Ma carrière politique, est-ce que j'ai été fatigant au caucus? Est-ce que j'ai été fatigant dans les comités ministériels? Est-ce que j'ai été fatigant au Conseil des ministres, au comité des priorités? Un peu partout, oui, puis je le sais encore. Le Québec que j'aime, il y a une métropole puis il y a une capitale. Mais le Québec que j'aime, il y a des régions. Et les régions, il faut les accompagner et les outiller pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Or, moi, j'ai toujours essayé d'avoir des programmes régionaux, avoir une conscience régionale forte. Moi, quand j'étais sur ma carte d'affaires de député, c'était pas marqué juste député de l'Abitibi-Ouest, c'était marqué député de l'Abitibi-Ouest et responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, au sens politique, j'entends. Alors, est-ce que j'ai travaillé souvent les dossiers régionaux? Je comprends. Bon, j'avais vu un collègue à l'entrée, là. Je suis bien entendu avec Daniel, mais un peu moins avec un autre collègue qui me disait, c'est pas tes affaires, c'est moi qui ai député de Rwanda. Je disais oui. Mais en même temps, moi, je suis ministre régional dans ma formation politique. Or, moi, les dossiers régionaux, là, je les connais. Et ma région, j'en suis fier, je l'aime. Mon université, j'en suis fier, je l'aime. Donc, même que pas de mes affaires, là. Faites les dossiers, mais moi, là, c'est pas toi qui vas me dire quand le dossier est à caractère régional et je dois y donner mon implication, compte tenu, excusez-moi, de ma connaissance et compte tenu de la capacité que j'avais de représenter plus large que juste Abitibi-Ouest. Une chose dans le livre qui est vraiment bien dite, c'est que pour tout le monde, c'était pas M. Gendron, c'était François. Oui. Et ça, c'est important pour vous. C'est majeur parce que c'est un signe de proximité. Or, la proximité peut avoir des défauts, mais elle a beaucoup plus de qualité. La proximité de ton électorat a beaucoup plus de qualité parce que tu risques d'avoir de la franchise. Tu risques d'avoir des confidences. Tu risques d'être associé à leurs valeurs, à leurs principes. Moi, je suis un gars de principe. Je ne changerai jamais. J'adore les gens qui ont des convictions plus que des gens qui ont que de l'ambition. Parce que quand tu as des convictions, tu t'arranges pour avoir de l'ambition, en respectant tes convictions. La préface est signée par Marc Lemay et Mathias Rioux, deux grands amis à vous. Ben, un peu plus. Deux grands amis, mais qu'est-ce que c'est des personnages. L'un et l'autre sont des personnages. Marc Lemay, on dira ce qu'on voudra, on va commencer par lui. Marc Lemay, c'est un personnage qui a aussi énormément d'attachement envers la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Et Marc, il a de l'attachement envers les personnes. Marc Lemay aime les personnes de l'Abitibi, il aime la connaissance plus large et il aime en témoigner. Il y a des choses à dire. Et Marc Lemay, je l'aime parce qu'il peut être fatigant, il peut être ci, il peut être ça, mais c'est un personnage attachant
avec des valeurs fiables. Quand tu es l'ami de Marc Lemay, ça va prendre une Christie de bonne raison pour que tu l'aies. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est important. Mathias, c'est pareil. Mathias, ça a été pour moi un idole quand il était à l'Alliance à Montréal, l'Alliance de la CEQ. À CEQ, il y avait deux bras. Il y avait la Centrale de l'enseignement du Québec, qui est le gros chapeau de tout le Québec. Puis il y avait les fatigants de l'Alliance, pour le vrai, qui se prenaient pour d'autres, puis essayaient toujours de compétitionner la CEQ. Puis Mathias, il était président de l'Alliance, puis Raymond Laliberté était président de la CEQ, comme Yvon Charbonneau. Mais Mathias, il a une verve à la, voyons, le grand orateur RIN, Bourgault. Bourgault. Pierre Bourgault. Mathias, il a une plume extraordinaire, puis c'est un gueulard intelligent. C'est un gueulard intelligent. Puis j'emploie le mot, il n'est pas gueulard tant que ça, mais Mathias a une culture, puis il a quand même, Mathias, il est rendu à 87, 88. Il vient de faire son doctorat. Il a fait un doctorat sur la Gaspésie, un doctorat sur le développement régional. Il a travaillé pendant 7 ans comme un ascète, comme un jésuite à la bibliothèque. Et moi, ça me stimule, parce que moi, je ne suis pas un intellectuel. Tu sais, ça ne sert à rien de faire croire que je suis un intellectuel, toujours dans des livres, des références. Je ne dis pas que je n'aime pas lire, je ne dis pas que je n'ai pas un peu de culture, mais je ne suis pas un intellectuel né. Mathias, il a relisé sa préface, est extraordinaire. Oui, oui. Monsieur Parizeau, que vous avez toujours eu en très haute estime, vous a déjà qualifié de député modèle. Venant d'un tel personnage, c'est un grand honneur pour vous. Ben, c'est un grand honneur parce que vous l'avez dit, donc je ne peux pas être très long là-dessus. Mais moi, que M. Parizeau dise ça, c'est parce qu'il était un peu comme M. Lévesque. Parce que M. Lévesque, vous ne l'avez peut-être pas lu, mais il l'a dit plusieurs fois. Il m'appelait le flot. Puis M. Lévesque disait, le flot, quand j'y demande de me donner leur juste sur la lecture politique qu'il fait du Québec, de la région et de sa circonscription, c'est bien rare qu'ils ne me donnent pas leur juste. C'est très, très rare qu'ils ne me donnent pas leur juste. Et ce qu'il me dit que c'est, quand je le valide, ça se confirme. Donc, il est authentique, il est vrai. M. Parizeau, quand il dit le député modèle, c'est que moi, M. Parizeau, j'aimais sa rigueur intellectuelle par rapport à un conseil des ministres qui se déroule rapidement. Un. Deuxièmement, M. Parizeau, contrairement à ce que les gens pensent, a une culture extraordinaire parce que M. Parizeau a été plus longtemps un très haut fonctionnaire, tant au fédéral qu'au Québec, avant de faire de la politique active. Alors, c'est un économiste chevronné, c'est un type extraordinaire en finance, mais en plus, il y a une culture des États et c'est un homme de l'État qui traduit bien le respect qu'on doit avoir envers nos institutions. Est-ce qu'on peut dire, M. Gendron, que 1980 et 1995 sont les deux plus gros et les deux plus grands échecs du Parti québécois? 80, non. Vous pouvez le dire, mais moi non, parce qu'à 80, le référendum du 20 mai 80, c'est pas un échec si grand que ça. Qu'est-ce que vous voulez? La question était, ça me tente-tu de regarder ça? C'était la première fois qu'on allait si loin en revendication. Est-ce qu'on avait fait un travail de terrain de longue préparation? Oui, au parti, mais non dans la population. Pour le vrai, en 80, la population n'était pas prête tant que ça, là. Non, parce que vous étiez au pouvoir depuis 1976. Ah oui. Ah oui, puis c'est pas avec ça, c'est que tu peux pas arriver à prétendre que tu vas monter le niveau d'approbation de ce que nous portons comme parti politique quand on était d'abord dans le bipartisme très démarqué. T'es souverainiste, t'es péquiste, t'es fédéraliste, t'es libéral. Puis l'Union nationale venait de disparaître de la carte. Donc ça, là, le jugement que vous avez porté, excusez-moi, et je vous blâme pas, c'est pas vous que je blâme, il faut faire toujours cette relation avec la situation politique de l'époque. La situation politique de l'époque, on est dans le bipartisme. En 95, là, ça serait un échec terrible en 95, mais regardez bien. Oui, mais là, si on fait la nomenclature de tout ça, il y a des points que... Ben, il y a plus que des points. En 95, on se les fait voler par des tricheurs, ainsi de suite. Donc, quand les gens disent, écoutez, là, ça fait 2 fois que vous faites un référendum sur la même question, ça va faire. Je regrette
Un référendum, d'abord, qui est le meilleur outil d'honnêteté intellectuelle et démocratique. Moi, je ne critiquerai jamais l'outil référendaire. C'est un bon outil pour valider, parce qu'on ne mesure qu'une donnée dans le référendum. On mesure une donnée. On ne mesure pas toutes sortes de choses. Est-ce qu'on peut dire que 80 met à la table pour 95? Bien, c'est sûr que quand le parti a adopté dans son programme que nous allions faire une consultation populaire dès le premier mandat, c'était sincère, honnête, mais très maladroit. Ça ne veut rien dire ça. Ben, c'est ça. Oui. C'était maladroit. Parce que là, regarde, on n'a pas exercé le pouvoir, puis déjà, on s'est compromis dans un engagement majeur pour une première fois de faire une consultation populaire c'est important. Là. Bien oui, c'est C'est ça. pas une farce, ça, là. C'est pas on va-tu au bleuet cette année ou pas, là. Alors, tu sais, c'est l'envergure, ça, une consultation. Et là, sur le plan, ce que j'appelle de la stratégie pour arriver à faire cheminer le peuple, c'était pas la meilleure de nos stratégies. En 42 ans, de quoi vous êtes le plus fier, M. Gendron? Moi, il y a beaucoup d'affaires que je suis bien fier. Moi, d'abord, ce dont je suis le plus fier, puis la question est très bonne, c'est d'avoir conservé la même appréciation de mon électorat pour une durée aussi longtemps, sachant les aléas de la vie politique. Ils sont variables, ils sont multiples, il y a toutes sortes de courants. Moi, j'ai eu la chance de presque jamais être descendu dans les journaux, critiqué d'une façon très négative, me questionner, est-ce que je représente bien mon monde? Je croyais à chaque élection que je devais me remettre en cause, mais en même temps, la lecture que je faisais de mon électorat et ce qu'il me renvoyait, ce que mon électorat me renvoyait, je fais bien ça, puis si tu restes là, tu vas avoir notre confiance, tant que tu vas rester ce que tu es. Donc, c'est de ça que je suis plus fier. Ce dont je suis le plus fier, c'est le comportement de mon électorat. J'ai cherché des points négatifs ou des écrits négatifs sur vous, M. Gendron. Je ne dis pas ça pour vous flatter, mais j'en ai pas trouvé. Ben, moi, J'ai fouillé beaucoup, là. Je suis convaincu. Et non pas pour vous prendre en défaut, puis tout ça. Non, non, mais c'est parce que je me disais, il me semble que j'ai pas vu d'article négatif sur François Va, la Gendron. bibliothèque de l'Assemblée nationale, tous nos déclarations ministérielles sont confinées. Tous les articles de journaux, même si ça n'a pas paru à la bonne page, puis c'était pas au bon endroit, puis c'était dans un encart, tout est là. Et j'ai fait le même exercice. J'ai demandé à 2 recherchistes de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ça se fait pas. J'ai dit, je ne peux pas faire 42 ans sans me faire graphiner. Donc, sortez-moi les graphines. Je cherche encore, je n'ai pas vu les graphines. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire pour votre comté que vous auriez aimé faire? Ah, ben, regarde, j'aurais aimé avoir un programme bien plus vite de drainage des sols qu'attendre que je sois ministre de l'Agriculture. Non, mais c'est un exemple concret, ça. Deuxièmement, est-ce que j'aurais aimé avoir plus de programmes régionaux, parce que je réclamais ça depuis des années, puis à chaque fois que les gouvernements arrivaient au pouvoir, ils abolissaient les programmes régionaux. Donc, c'était un éternel recommencement en ce qui me concerne. Et là, je pourrais multiplier les affaires, des outils de concertation comme notre CERDAT qui était très, très copié dans le reste du Québec, parce qu'on trouvait que le reste du Québec trouvait qu'on avait la formule mixte des cadres, des fonctionnaires, des gens des ministères, mais de la société civile. La culture, le sport, les syndicats, c'est un mix-up. C'est un mix-up important, notre CERDAT d'époque qui fonctionnait. Donc, c'est clair que le fait de se faire constamment déshabiller, on crée une structure, on l'abolit. On crée une nouvelle structure, puis on essaie d'autres choses. Genre, quand ils sont arrivés avec la CRE, Conférence régionale des élus, je ne suis pas en train de dire que je suis en désaccord là-dessus. Mais la CRE, rapidement, on l'a laissé grossir parce qu'on avait la volonté chez les libéraux de la faire sauter. Pour le vrai. Ça, j'aime pas ça, des hypocrisies comme ça, là. Et il y en a eu trop. Donc, ça ne me tente pas de faire une liste très exhaustive, mais est-ce qu'il y a des affaires qui se sont passées en Abitibi que j'aurais souhaité que ça se passe différemment? Ben oui. M. Gendron, en 42 ans, il y a certainement une chose qui vous a déçu, que ce soit au niveau provincial ou dans votre comté. Puis il y a sûrement des choses aussi où vous avez senti une gloire. Mais qu'est-ce qui vous a le plus déçu?
Ben, le plus déçu, c'est les décisions, des fois, trop hâtées. Ouais, m'a donné un exemple. Ben, m'a donné deux bien concrètes, là. Que Landry, suite à ça au Congrès, qui n'avait pas eu le score Qui n'avait pas eu des 10 bon, est-ce que. Il y avait son excusez, ouais, c'est ça. Il voulait plus. 80 qui ouais. voulaient. Oui. Alors, est-ce que ça m'a déçu? Parce que c'est grave le risque qu'il a posé. Landry était un bon chef d'État. J'aimais Bernard Landry. Je ne l'aimais pas pour moi. Je l'aimais pour le Québec et ses régions. Exactement mon titre. Je l'aimais pour le Québec et ses régions. Et là, faire le bébé Lallet, et là, je le dis dans mes mots à moi. Le monde me connaît, là. Bon, moi, j'ai pas mon score. Bye bye. Moi, ça m'a. Enfantin. Enfantin, puis ça m'a déçu, puis déplu, puis ça n'a pas de bon sens. Et vous n'êtes pas le seul. Deux, la crise très artificielle de Louise Baudouin, Pierre Curzi, puis quand il est parti trop, là, il m'a manqué un coup sec, là. Ben, les trois qui ont sorti, là, supposément, sur la loi qui a amené l'accord pour le temple des Nordiques à Québec, tu sais, l'espèce de Colisée. Le Colisée, oui. Non, c'est pas le Colisée, mais c'est ce que vous savez, là. Oui. Parce que je vais aller vite. Ben là, on ne démissionne pas pour ça. Puis j'ai fait une sortie, puis tout le monde m'a dit que c'était la meilleure conférence de presse à la vie. J'ai dit, oui, non, on ne peut pas avoir des convictions, puis dire, ben, moi, on est parce que la soupe n'est pas assez assaisonnée, je démissionne. C'est quoi? Je jette la soupe. Oui, c'est quoi ça là? Non, ça n'a pas de bon sens. Il faut être plus sérieux que ça en politique. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand, puis là, Pauline Saint-Cyr, je dirais, aller en élection, lorsqu'on vient de passer le loi, les élections vont être à date fixe, puis elle-même, au lieu d'attendre qu'on nous mette dehors par le budget, ce qui serait arrivé, nous-mêmes, on déclare en élection, alors que personne ne souhaite en élection, comme c'est le cas actuellement. Quand le peuple décide, on veut un gouvernement minoritaire parce que c'est bon pour le peuple, ça n'appartient pas au ministre. Il dit non, moi je le sais que c'est pas bon pour moi. Alors, t'as peu. Si tu as la franchise de dire que c'est pas bon pour toi, ça, je peux discuter de ça et être d'accord avec toi. Mais j'aime plus de respect pour la démocratie. Moi, si je vous demandais, là, je sais qu'il y en a eu énormément qui ont passé devant vous, mais si je vous demandais de me nommer une idole politique pour vous, c'était qui? Ah, ben moi, mon idole politique va demeurer M. Lévesque, globalement. Par contre, qu'est-ce que on peut avoir une idole politique puis avoir énormément de considération pour d'autres idoles qui sont peut-être légèrement sur un palier inférieur, parce que tu ne peux pas apprécier qu'une seule donnée, là. Pour avoir une idole politique d'envergure, il faut que tu regardes ça plus large. M. Lévesque, c'est son humanisme, sa bonhomie, et j'aimais M. Lévesque parce qu'il lisait le peuple, et ça a toujours été mon expression. Il parlait au peuple, il lisait le peuple, et le peuple se retrouvait dans M. Lévesque. Parce qu'il disait, il est simple, il n'est pas compliqué, puis il nous ressemble. Un peu comme M. Legault l'a été uniquement dans la gestion de la pandémie. Parce que je ne veux pas aller trop loin. Est-ce qu'il a bien géré toute la question de la pandémie? Ben oui, il parlait régulièrement comme un père de famille. Puis, avance, recule, ouais, on aurait été mieux de faire A que B. Et il donnait pas l'impression. Avouer ses torts, autrement dit. Il donnait pas l'impression qu'il savait tout. Et il avait raison. Parce qu'on ne vit pas ça tous les semaines. C'était pas la première pandémie qu'on vivait, mais c'est la première dans l'époque moderne, avec autant d'impact sur les citoyens, les on construisait l'avion en vol. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Fait que moi, j'ai trouvé que Legault avait bien géré. Il a fait une bonne gestion comme premier ministre en parlant à son peuple. Et ça, j'adore ça. Au cours de ces 42 ans, M. Gendron, d'après vous, quel a été le meilleur premier ministre? Peu importe l'allégeance politique. Oui, moi, sincèrement, le meilleur premier ministre, pour moi, là, en termes de connaissance de l'État, en termes de décisions budgétaires et autres, en termes de lecture, c'est Parizeau. Le meilleur premier ministre, c'est Parizeau. C'est clair qu'il y a un paquet de monde qui ne seront pas d'accord. Je respecte ça. Mais quand je le demande, OK, on va en jaser davantage, ça va tous ramasser son costume, son austérité, sa baisse, sa prestance. Pour moi, c'est des niaiseries. Puis un peu Mme Marois, un peu dans le même genre, Mme Marois. Mme Marois n'a jamais été ce qu'on a dit qu'elle était. Mme Marois n'a jamais été
Parce ce qu'on la qu'on a- prenait pour ce qu'elle n'était pas. C'est en plein ça. Et ça m'agresse, parce que Mme Marois a fait une très bonne gestion en peu de temps. Et Mme Marois a un bilan comme ministre au Québec, a eu tous les gros ministères. Et c'est Charest qui lui a rendu le plus bel hommage en disant ça va prendre une dizaine d'hommes ensemble pour approcher la qualité de gestion de Mme Marois. C'est fort. Oui, parce que je me rappelle très bien une caricature qui avait fâché le Québec, c'est qu'on avait dit sur une caricature, Mme Marois s'absente pour une semaine, elle doit aller au sous-sol de son château. Oui, oui. Tu sais, Ouais. ça fait mal, ça fait dire ça. Ça fait mal parce que d'abord, c'est de la bêtise humaine de résumer l'action politique des hommes et des femmes d'envergure par des niaiseries, des mièvreries, des petites affaires qui sont montées en épingle, ainsi de suite. Par contre, regardez, abstraction faite des partis politiques, est-ce que M. Bourassa a été, à l'époque, un bon premier ministre? Oui. Globalement, non. Parce que là, son parti l'a empêché d'être un bon premier ministre. Le patronage, les amis, le fric. Parce qu'on se souvient que c'est lui qui a dirigé, qui était premier ministre lors de la crise d'octobre 70. Il avait 36-37 ans à l'époque, si ma mémoire est fidèle. 34. Le 34, plus jeune ok. premier ministre qui a passé au Québec, c'est M. Robert Bourassa. La direction du Parti québécois, est-ce qu'elle vous a déjà intéressé? Parce qu'il y a eu des portes qui se sont ouvertes à quelques moments dans votre carrière, deux fois. Est-ce que ça ne vous a jamais effleuré l'esprit? Ça ne vous a jamais intéressé? Je serais malhonnête de dire que ça ne m'a pas effleuré l'esprit. Ça m'a effleuré l'esprit. Mais rapidement, la décision était très rapide de ne pas le considérer pour une simple raison. Moi, je ne change pas d'avis là, que je suis un régionaliste. Je n'avais pas l'ADN pour être premier ministre parce que je prends trop à cœur un paquet de situations et j'aurais crevé à petit feu rapidement. Si tu n'es pas en mesure de tirer le rideau, et on m'a déjà jasé, puis je ne vous blâme pas de reposer la question parce qu'on fait une espèce de bilan de ce que fait. Exactement. Je l'ai dit honnêtement dans mon livre, à 2 reprises, j'ai évalué ça et je suis arrivé à la même conclusion. Il y a 3 éléments qui m'empêchent. Moi, vivre à Montréal, parce que quand tu es premier ministre, tu passes plus de temps dans la métropole que partout ailleurs. Ça, je suis sûr que ce que j'affirme, parce que c'est là qu'est les corps consulaires, c'est là qu'est les ambassades, c'est là qu'est la grosse finance, c'est là qu'est la grosse presse, pas le journal, la presse au sens large, les médias, ainsi de suite. Donc, tu es appelé constamment à faire du protocolaire, à faire beaucoup de cérémonies, de remises de ci, puis de ça, et c'est normal. Oui. Puis ça me tentait pas. Autre point. Autrement dit, vous étiez mieux dans votre comté que dans la grosse métropole. Oui. Oui, puis après ça, ben moi, l'autre affaire, il faut que tu sois capable de fermer les rideaux parce que la pression est tellement forte dans le poste de premier ministre. Moi, là, je me connais, là. Me lever la nuit parce que je suis là, supposément une bonne idée. Aller l'écrire, puis aller te coucher, puis commencer ça 3-4 fois, c'est pas une bonne idée. Monsieur Gendron, merci beaucoup. On va donner une suite à cette émission-là la semaine prochaine. On va commencer avec une première question. Le 15 novembre 1976. Vous savez où je veux en venir. Ah, une bonne idée. C'est une bonne idée. Monsieur Gendron, merci beaucoup. Parce que j'ai une bonne mémoire. On se revoit la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Alors, mesdames et messieurs, soyez avec nous la semaine prochaine. Nous allons donner une suite à ce merveilleux livre également que je veux montrer ici. François Gendron, c'est à ne pas manquer. C'est tout dans ça. Alors, merci, monsieur Gendron. On se revoit la semaine prochaine. Alors, soyez au rendez-vous la semaine prochaine, s'il vous plaît. Merci, mesdames et messieurs.